Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ma sœur Carole n'est pas là ce soir, donc je représente la famille. Mais Manon est là. On parlera un petit peu de notre fonds de dotation. La plupart d'entre vous, peut-être, le connaissent déjà. Moi, simplement, je vais vous remercier d'être là ce soir si nombreux. On est super contente. Et vous remercier aussi les personnes qui ont déjà fait des dons à notre fonds de dotation, ce qui nous permet de pouvoir poursuivre nos actions, d'en faire encore plus. Et remercier peut-être les personnes qui feront un petit don à la fin de la soirée. Voilà. Je passe la parole à Manon, qui est donc la directrice de notre fonds de dotation et qui va vous peut-être vous reparler un petit peu de Alia et puis vous parler de la soirée. Bonsoir à tous. Alors peut-être juste en aparté, on attend encore à peu près 15 personnes. Je ne sais pas s'ils viendront, mais donc il y aura peut-être un peu de mouvement dans la salle. Je vais juste vous présenter très brièvement le fonds de dotation. Il y a quand même des têtes connues maintenant, donc je pense que certains commencent à en entendre un petit peu plus parler. Et puis juste le déroulé de la soirée. Donc Alia, c'est un fonds de dotation qui vient donc en aide, qui aurait un soutien financier en mécénat en nature et en mécénat en compétences pour une dizaine d'associations qui sont toutes avec un siège social en Rhône-Alpes et qui interviennent dans les champs de la solidarité, de l'environnement, de la culture et du sport. Et puis, nous avons également notre propre projet maintenant, qui est celui sur le bien vieillir, le programme Apogée que nous avons lancé au mois d'octobre. Donc là, on est sur la 4e soirée des rencontres d'Apogée. On a également d'autres actions que je vous présenterai à la fin de la soirée. Voilà, pour peut-être la présentation un petit peu succincte, je serai disponible pour échanger avec vous et vous expliquer un petit peu plus ce qu'est le fonds de dotation individuellement si vous le souhaitez à la fin de la soirée. On va faire assez vite parce que le film est un petit peu long tout à l'heure, donc on ne veut pas commencer trop tard. Donc la soirée, ça va déjà être un documentaire qui s'appelle La vie des gens, qui a été fait par Olivier Ducré. Alors le film a une petite dizaine d'années. Il a été tourné à Lyon et il suit pendant un an une infirmière à domicile et qui va vraiment rentrer dans la vie des gens. Et l'intitulé, c'est les gens ne la connaissent pas, mais elle est tout pour ces personnes. Et on enchaînera ensuite avec une table ronde d'environ 45 minutes avec Maria Andrist, Carole Becquet, Astrid Croen et Mélanie Konaté, que je vous présenterai au moment de la table ronde sur la thématique de l'isolement des seniors. Et puis bien sûr, on a le temps de partage à la fin avec un buffet, donc ne partez pas tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Donc, je vais vous présenter nos intervenantes. Alors, nous avons... alors, peut-être... si, nous allons commencer comme ça. Pardon, le temps que je récupère mes papiers. Donc, Maria Andrist, aide-soignante en EHPAD. Alors, le terme exact étant assistante de soins en gérontologie et animatrice depuis une quinzaine d'années dans les EHPAD de Rumilly. Également présidente de l'association Partage qui a pour slogan « Donner du sens à la vie de nos aînés et partager des moments de joie ». Et c'est une association qui contribue à la convivialité entre les résidents des 3 structures publiques de Rumilly. Carole Becquet, aide-soignante également dans les EHPAD de Rumilly depuis 24 ans, toute jeune retraitée. Donc, vous avez passé les 10 dernières années auprès d'un public Alzheimer en accueil de jour et en pôle activité soins adaptés, donc le PASA. Une période du coup que vous avez particulièrement aimée pour l'humanité, l'écoute et la bienveillance qui était primordiale, et puis l'importance du temps présent. Également cofondatrice et trésorière de l'association Partage en 2022, et donc du coup en aide au financement et en mise en œuvre pour les résidents des 3 EHPAD, l'association Partage étant soutenue par le fonds de dotation Alia. Mélanie Konaté, psychologue en prévention et promotion de la santé, avec la prise en compte de l'ensemble des déterminants du grand âge sur le territoire d'Annecy, plutôt sur un public à domicile, également créatrice sonore à travers un podcast, vous nous en parlerez, et avec un souhait de tisser du lien et d'ouvrir des mondes en mêlant les compétences de psychologue, de la prévention et de la réalisation sonore. Vous êtes également membre du Collecton, un collectif d'acteurs francophones engagés dans la transmission des récits de vie entre générations et cultures, et également promoteur d'un mouvement citoyen de collecte d'histoires de vie.
Astrid Croen, adjointe au maire de Rumilly en charge des affaires sociales au logement, à la petite enfance et à la relation avec les aînés. Un mandat qui vous tient particulièrement à cœur. Également très investi dans les associations, enfin auprès des associations de Rumilly et à travers ce mandat. Vous êtes également conseillère communautaire et infirmière, notamment à domicile et en établissement. Et voilà donc une transition toute trouvée avec le documentaire que nous venons de voir. Voilà. Alors, sur le déroulé de la table ronde, juste peut-être vous préciser, nous allons avoir 3 axes. Le premier axe, c'est comment définir un petit peu l'isolement et le sentiment d'isolement. Le second, sur l'incidence de la solitude sur l'aspect physique et psychique des seniors. Et puis le dernier, sur les solutions qui peuvent être mises en place et qui sont déjà actuellement mises en place. Alors, avant de vous laisser la parole, parce que du coup, moi, après, je ne vais absolument plus parler et c'est à vous d'échanger. Je vais juste faire une petite introduction pour donner quelques chiffres, parce que ça fait toujours du bien de pouvoir recontextualiser un petit peu les choses. En France, la prise en compte de la problématique de l'isolement des seniors est assez récente. Elle date de 2003, principalement avec la prise de conscience collective avec la canicule. Il y a eu 15 000 décès, dont beaucoup de corps qui n'ont pas été réclamés, et ce qui du coup a mis en lumière cette problématique. Ça marque l'entrée d'une politique publique sur la solitude et les personnes âgées spécifiquement. Selon la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, il y a aujourd'hui plus de 18 millions de personnes qui ont plus de 60 ans, ce qui équivaut à un quart de la population. Il y a 35% de personnes qui ont plus de 75 ans et 13%, donc à peu près 2,3 millions de personnes qui ont plus de 85 ans. C'est un Français sur 4 qui affirme aujourd'hui se sentir régulièrement seul, avec une très forte hausse chez les jeunes gens. Et parmi ces personnes, 8 personnes sur 10 déclarent en souffrir. Selon le baromètre des petits frères des pauvres, qui fait des études très régulières et qui est vraiment un centre de ressources fantastiques sur cette question-là, il y a eu en 2021, ils ont recensé 530 000 personnes âgées de plus de 60 ans en situation de mort sociale, soit l'équivalent de la ville de Lyon. Et c'est 77% de plus qu'en 2017, où elle n'était que 300 000, ce qui est quand même énorme, peut-être la crise du Covid étant passée par là. La situation de mort sociale étant l'absence de contact ou quasi de contact avec les différents cercles de sociabilité, que sont la famille, les voisins, les amis, les associations ou les relations professionnelles. Je vais du coup vous passer la parole sur les conséquences de cet isolement. Et puis les difficultés. Donc si vous pouvez l'une après l'autre, donc chacune va avoir la parole, nous parler du sentiment d'isolement, de ce que c'est que l'isolement également, et puis les causes qui amènent à ça. Bon, allez, je veux bien ouvrir la parole. Alors, je pense que mes collègues à côté seront peut-être d'accord avec moi, j'espère. À bien distinguer l'isolement social du sentiment. Alors, vous avez dit sentiment d'isolement, peut-être sentiment de solitude serait peut-être plus approprié, qui sont donc 2 choses différentes. L'isolement social qu'on peut mesurer, entre guillemets, on peut savoir combien de personnes on a fréquenté, à quelle fréquence, c'est quantifiable, c'est mesurable. Objectivable, alors que le sentiment de solitude est quelque chose de très subjectif d'une personne à l'autre, et on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la perception. Je pense que c'est important de faire déjà le distinguo sur ça. Je ne sais pas si vous voulez préciser un peu plus. Ouais. Peut-être si du coup vous pouvez expliquer les unes les autres les causes que vous voyez, peut-être par exemple pour l'arrivée en EHPAD. Alors on a eu un atelier, donc je vous en parlerai un tout petit peu après dans la présentation de notre projet, mais on a eu un atelier d'écriture récemment dans un des EHPAD de Rumilly, où une des questions était justement comment vous êtes arrivés dans les EHPAD, et peut-être que vous pouvez, Maria ou Carole, nous en parler. En général, lorsqu'ils arrivent dans les EHPAD, ils sont plus ou moins contents. Bien souvent, c'est
ils n'ont pas trop envie de venir parce qu'ils laissent derrière eux une maison, ils laissent l'époux, les amis, etc. Donc le fait d'être dans une maison de retraite forcée avec d'autres personnes, ils n'aiment pas trop en général. Après, petit à petit, l'habitude arrive et puis ils essayent de se faire des amis, mais c'est quand même très compliqué pour eux dans la majorité des cas. En structure. Bonsoir à tous. Moi, en tant qu'adjointe aux affaires sociales et proche des aînés notamment, et donc au niveau du travail auprès du CCAS, et puis en tant qu'infirmière à domicile, plus fort, c'est ça ? Pardon. J'ai une relation un peu privilégiée avec nos aînés. C'est vrai que mon parcours professionnel, ça fait quand même des années que je suis infirmière, donc d'abord à l'hôpital, puis maintenant à domicile. C'est toujours un plaisir de les rencontrer, c'est toujours un plaisir de discuter avec eux. On est chez eux, à domicile, c'est différent de l'hôpital. On est chez eux, on doit respecter leur lieu de vie en fait. C'est des moments forts. Il y a des temps forts également qui sont faits dans les EHPAD ou dans certaines résidences ou avec certaines associations. J'aime beaucoup y participer. Tous nos aînés, nos seniors nous apprennent tellement de choses. C'est un puits de savoir, un puits de leur expérience, leur histoire. Ils nous apprennent tellement à travers les échanges qu'on peut avoir avec eux. C'est pour moi, ça m'engage à continuer et à poursuivre mes actions auprès des seniors en fait. Oui, d'ailleurs, on Voilà, le voit mais dans le documentaire, la question de la confiance est abordée, ne serait-ce qu'avec le fait de confier ses clés, par exemple, et de donner un accès à l'intimité à n'importe quel moment. Donc j'imagine que c'est quelque chose que vous voyez. Les clés, on confie la carte vitale, et c'est des choses il y a un lien de confiance qui s'établit entre eux et les soignants. Pas que les soignants, puisqu'à domicile, il y a tout un réseau. Heureusement, on travaille tous en partenariat en réseau avec les aides à domicile, les kinés, tous les services de soins, tous les intervenants domicile et après en EHPAD également. Et c'est vrai que l'isolement, le sentiment d'isolement chez les seniors, c'est un sujet assez préoccupant qui nous inquiète. On le voit tous les jours, des gens qui ne semblent pas isolés. On sait qu'il y a une famille, mais en discutant avec eux, ils ont un petit un lien de confiance justement qui permet de discuter et de nous révéler des choses qu'ils ne révéleraient pas forcément à leurs proches. Voilà, mais il y a l'éloignement parfois des familles. Les enfants sont souvent, loin, habitent loin. Il y a la perte d'autonomie qui arrive tout doucement, le décès d'un conjoint ou d'un enfant prématuré souvent. La fracture numérique, tout bête, on l'a vu avec la petite dame et sa tablette dans le documentaire, c'est quelque chose, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de gens pour aider à faire ces démarches. Il y a autant de facteurs qui favorisent cette solitude, ce sentiment de solitude en tout cas. Et ça peut engendrer des souffrances, un repli sur soi. Je lis mes petites notes, pardon, parce que c'est un peu un exercice pas facile pour moi. Et tout ça, tout augmente avec l'âge, en fait. Les maladies chroniques, l'anxiété, la dépression, le repli sur soi, le sentiment d'être un peu isolé, même s'ils ne le sont pas toujours, tout le temps. Ça augmente tout ça avec l'âge. Voilà, c'est triste. On va peut-être reparler de cet axe-là. Tout à l'heure, en préparant, Mélanie, on a parlé de l'arrêt de la vie professionnelle et puis la nécessité de reconfigurer ces liens sociaux et d'investir d'autres sphères de sociabilité, et puis de l'impact de la précarité qu'il peut y avoir sur l'isolement. Oui. Alors du coup, moi je suis plutôt là récemment intervenue auprès de personnes de plus de 65 ans qui résident à domicile, qui ont ou pas des problématiques de santé, qui sont ou pas visitées par des travailleurs sociaux, des infirmières. Et on a beaucoup échangé sur le vécu de la vieillesse sur le territoire. Donc j'étais plutôt sur le bassin ancien.
Donc il y a plusieurs effectivement choses qui reviennent sur cette notion d'isolement et de sentiment de solitude. Il y a l'isolement effectivement géographique, mais qui n'est pas nécessairement corrélé avec un sentiment de solitude. Toutefois, effectivement, donc si on parle de l'arrêt la mise à la retraite, comme on dit souvent, il y a des personnes qui m'ont dit de toute façon on est mise à la retraite. J'ai pas entendu beaucoup de personnes qui étaient contents finalement de partir à la retraite ou d'être en retraite. C'était un petit peu une découverte pour moi, et de dire mais quelle utilité, est-ce que je vais être toujours aussi utile, et ce sentiment d'utilité, j'ai l'impression, puis on l'a vu aussi dans le documentaire, qu'il est prégnant, c'est bof, si de toute façon on vient plus me voir, on me pose plus trop de questions, à quoi bon prendre soin de moi, à quoi bon sortir, à quoi bon. Et donc il y a cette perspective il y a un monsieur qui disait, mais le monsieur qui avait la cravate là, qui disait mais il n'y a plus trop de projets à faire. Donc ça questionne beaucoup, et ça questionne en vrai, hein, les vrais gens d'ici pour le coup. Et ça vient générer un quelque chose de solitude qui va être majoré par un tas de choses. Donc tu as évoqué déjà pas mal de facteurs déclenchant un peu de la solitude. Il y a effectivement un autre qu'on voit très bien dans le documentaire, qui est la précarité financière, dont on parle peu, et qui est un élément qui favorise une solitude de fait, comment on va dire, un sentiment de solitude via un isolement qui se fait parce que les ressources sont dédiées aux soins, peut-être même au financement des études, ou peut-être une aide aux enfants, et plus trop pour investir dans la vie sociale ou culturelle. Ça peut être, je ne sais pas, une dame qui me disait ouais, j'aimerais bien aller au cinéma, mais maintenant, conduire à mon âge, vous savez, c'est un peu dangereux. Donc j'y vais plus, mais j'aurais très envie. Vous comprenez, payer le taxi, c'est trop cher. Il faudrait qu'on s'organise à plusieurs. Donc des idées, il y en a plein, des envies, il y en a plein. Mais du fait que financièrement, c'est un peu compliqué, on se désocialise, alors que clairement, moi, tous les gens que j'ai vus n'avaient absolument pas envie de se désocialiser. J'en ai même vu qui étaient très âgés et très actifs, étonnamment d'ailleurs. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont précipiter un sentiment de solitude qui peut être néfaste. On entend des gens qui ont des idées un peu suicidaires, hein. Il y en a qui le disent, et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit nécessairement prendre une pilule. Non, c'est pas une fatalité, ça. Donc voilà, peut-être que j'oublie des choses, en tout cas sur ces deux aspects que tu voulais que j'évoque. Après, il y a des remèdes. Voilà, il y a des remèdes aussi à ça, mais peut-être qu'avant de poursuivre plus loin sur peut-être les remèdes, moi je suis vraiment intervenue plutôt sur des personnes qui envisagent la possibilité d'un jour d'être dépendant. Qu'est-ce qu'on fait, comment, voilà, on a beaucoup réfléchi là-dessus, on a fait tout un podcast à plusieurs épisodes qui s'écoutent, voilà, c'est des petits bouts et qui sont faits pour qu'on en discute justement, soit entre professionnels, soit en famille. Enfin voilà, il y a usage multiple. Il est plutôt gai, voilà, plutôt joyeux comme podcast. Je laisse la parole peut-être à mes collègues. Alors, peut-être une chose aussi, moi qui m'a frappée un peu dans ce documentaire, c'est la notion de l'ennui et qui du coup renforce peut-être un peu la solitude. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez dans les EHPAD ? Autant d'attentes, comme vous avez vu dans le film, en fait. Ils attendent tout le temps, que quelqu'un passe, que quelqu'un puisse être auprès d'eux. Voilà, ils attendent, en fait. Dès le commencement de la journée jusqu'à la fin, ils attendent. Et voilà. Je pense que, en tout cas, le film, il a bien démontré que ça soit même à domicile ou en structure, c'est la même chose, en fait. Pour ma part. Ouais. Ils sont toujours en attente de quelque chose. Donc il y a effectivement de l'attente, mais il y a de la résignation aussi, visiblement, de la part de beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu le phénomène peut-être de dépression chez les seniors, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient en EHPAD, et puis tout ce qui est de l'effet du coup sur la santé psychique, peut-être dans un premier temps, avec les effets de glissement qui peuvent être induits?
Pour ce qui concerne en ce qui concerne la dépression et puis les phénomènes d'anxiété, encore une fois, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit entre guillemets forcément finir dépressif. Le risque majeur d'une dépression, c'est le risque suicidaire. Alors après, on me dirait, oui, mais quand on est cloué au lit, comment on fait pour se suicider ? Donc il y a ce qu'on appelle les syndromes de glissement, où il y a le laisser mourir. Ça vient aussi, c'est toute une myriade de déterminants, de facteurs à risque qui viennent se poser là. On retrouve tous ceux qu'on vient d'évoquer pour la solitude. Notamment le fait de se retrouver seul, alors soit parce qu'on est célibataire, soit parce qu'on a divorcé, mais majoritairement après un veuvage. Et on va avoir aussi des problèmes cognitifs qui vont aussi pas faciliter la résolution de la situation, c'est-à-dire qu'on va envisager la petite pilule comme la seule solution. Donc il y a plein de choses à aller chercher, à réassouplir et encore une fois à pouvoir entretenir des liens à la fois des liens tout court, mais des liens aussi de qualité. Et c'est, dans le reportage, on l'entend d'une certaine façon, des liens émotionnels. Le monsieur qui disait mais tous mes copains ils sont partis. Et ça, c'est un phénomène important. Il y a une dame que j'ai interviewée qui avait 92 ans et qui est toujours là. Et qui me disait, qui me parlait de ça, mais de manière très naturelle, et en me disant, mais vous savez, à mon âge, on perd des amis, on perd nos connivences, on perd nos complicités, et les gens qui ont vécu les mêmes choses partent. C'est la vie qui est ainsi, et voilà, il faut accepter ça et rouler avec ça. Ceci étant dit, on a des personnes qui prennent le contre-pied de ça. Il y a un autre monsieur qui a 90 ans qui me dit moi, je suis prof d'aïkido. Je dis, excusez-moi. Le monsieur était un petit peu voûté comme ça quand il m'a accueilli. Et il faisait vraiment grand-père. Et je dis, mais il se moque de moi, ce monsieur. Et pas du tout. Pas du tout. Et là, on était sur une autre façon d'envisager. Et là, on était sur un monsieur qui n'était pas du tout, qui n'avait pas de sentiment de solitude et qui avait un réseau très dense. Donc, qui pour le coup est protégé entre guillemets du risque dépressif, du risque d'anxiété et puis d'une dégradation cognitive. Il est très stimulé pour le coup en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas malade, il a des tracasseries comme il disait, mais voilà, ça continue de fonctionner. Peut-être la gestion du coup des problèmes de santé, de la maladie, etc. Comment ça se passe lorsque les gens sont encore à domicile et puis que du coup il faut amener des soins, et puis si on peut du coup avoir cette même interrogation en EHPAD où les gens sont du coup là très pris en charge. Et, à domicile, en tout cas, c'était à nous de repérer, nous soignants et aides à domicile et tous les acteurs paramédicaux, en tout cas, c'est à nous de repérer et d'alerter le médecin et de mettre en place les aides nécessaires s'il y a besoin de plus d'aide ou d'organiser des choses, de les relier à des associations qui puissent éventuellement venir les voir à domicile. Ça existe chez nous, donc il ne faut pas hésiter. Parfois le seul petit truc pour aller mieux, en fait, c'est de voir du monde à travers le jeu, pas forcément une aide à domicile pour faire du ménage ou pour faire juste un passage pour boire un café ou pour discuter ou pour échanger. Ça peut éviter beaucoup de dégradation psychique, en tout cas, et d'augmenter l'angoisse. D'où l'intérêt de travailler en réseau et de travailler avec tous nos partenaires, en fait, et de tirer la sonnette d'alarme. Là, sur ce sujet, Carole et Maria, vous êtes particulièrement bien placées sur le fait d'être du jeu ou de garder les personnes actives. Vous avez été animatrice. L'association que vous dirigez est également spécialisée sur la création de liens et puis sur l'occupation aussi de ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, je pense que c'est leur donner le sourire, en fait.
Se sentir exister, c'est participer à des activités qui peuvent justement être en capacité de le faire. Voilà, rien que le loto, faire un petit scrap, discuter, lire le journal. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis, mais je pense que voilà, être présent pour eux et être à l'écoute simplement, c'est déjà beaucoup pour eux en fait. Et c'est encore mieux que de faire une activité. C'est d'être présent auprès d'eux et de les écouter. Et voilà, je pense que pour moi, c'est l'essentiel en fait de tous les jours. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Ne serait-ce que boire le café avec eux, discuter, prendre le temps, leur donner, mettre une main sur l'épaule tout simplement, rester à côté d'eux, c'est ce qu'ils attendent tout simplement. Et puis sourire, beaucoup sourire, écouter, être présent. Enfin, ouais, tout est dit, je pense. L'animation, c'est très important. Et écouter leurs histoires. Ce qui m'a marqué dans le film là tout à l'heure, c'est que l'infirmière, elle posait des questions, elle n'écoutait pas les réponses. Nous, au contraire, on attend tout le temps les réponses. Et ça nous a choqués tout de suite. C'était incroyable. Et justement, il y a eu quand même, et puis dans l'atelier l'autre jour d'écriture, la vacuité existentielle était quand même très présente pour certains, de dire si demain je meurs, en fait il ne se passe absolument rien de différent de ce qu'il se passe aujourd'hui, ce qui est quand même assez fort. Et du coup, ce sentiment d'inutilité sociale, peut-être les personnes qui sont encore à domicile doivent peut-être s'assumer encore elles-mêmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que justement dans les résidences, dans les EHPAD, est-ce que c'est quelque chose qui est encore plus prégnant et quelque chose contre lequel il est possible de lutter ? C'est vrai que l'atelier qu'on a fait, l'atelier écriture qui est ressorti, il y avait c'était très négatif en règle générale. C'est vrai qu'ils étaient présents, ils regrettent tout ce qui s'est passé derrière. Leurs souvenirs, ils vivent avec. C'est dommage, ils n'ont plus de futur. Mais de temps en temps, il y a des petites pépites. Une dame qui, on m'a mise là, je suis obligée. Mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Allez, j'ai des copines maintenant. Et puis, elle emmène tout le monde avec elle. Il y en a quand même quelques personnes qui ont du caractère et suffisamment de bonne humeur pour entraîner tout le monde. Mais en règle générale, ils vivent dans leurs images, dans leur passé. Avec leurs souvenirs, et c'est assez triste. Vous avez le Coq Express pour les faire replonger un petit peu dans leur passé. J'ai hâte de le voir. On l'a vu, mais on ne l'a pas vu en fonction. Mais j'ai hâte de le voir en fonction pour voir les paysages dépassés. C'est quelque chose à voir aussi. Je pense que tout le monde connaît le Coq Express. C'est un train virtuel, on va dire, thérapeutique qui a été construit et mis en place au niveau des coquelicots, de l'EHPAD des coquelicots. Quand le temps le permet, puisque là le quai de gare n'est encore pas terminé, donc pour les gens il fait trop froid pour accéder, mais en période plus chaude, donc les résidents peuvent aller dans le train et voyager en revoyant des images de Remilly et des alentours, donc ils revoient des endroits qu'ils ont aimés, où ils ont aimé. Et ça, je trouve ça, au niveau thérapeutique, c'est exceptionnel. Alors, je voudrais juste soulever le paradoxe dans lequel on se trouve aujourd'hui. On est là à se dire comment on va rompre ces solitudes. Alors, on parle des personnes âgées, mais il n'y a pas que les personnes âgées qui vivent ces sentiments de solitude dans une société qui prône l'individualisme. Donc, on est, quelque part, on paye un peu la facture de notre mode de vie parce que vieillir, c'est vivre aussi. C'est très compliqué de poser la date de quand est-ce qu'on est vieux. Quand on l'a fait pour ce podcast avec les habitants, le Conseil citoyen d'Annecy, on demandait aux personnes alors quand est-ce que vous avez pris votre premier ou dernier coup de vieux. Ça allait d'une personne qui m'a dit moi 45 ans, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et puis la dame qui m'a dit moi c'était il y a 2 ans. Je dis mais donc vous aviez 90 ans. Elle m'a dit oui, c'est quand on m'a hospitalisée. Donc, quand est-ce qu'on est vieux, ça c'est déjà c'est une première question.
Et cette histoire de solitude, les études le montrent, une dernière qui est sortie, qui fait la compilation de toutes les études, le sentiment de solitude, il sera à peu près égal tout au long de la vie, il est assez stable d'une personne à l'autre, avec effectivement, quand on vieillit, il augmente un peu, alors pas parce qu'on prend des dizaines au compteur, mais parce qu'on commence à être un peu malade, ou on a d'autres soucis qui font qu'on s'isole. Mais ce n'est pas l'âge numérique en tant que tel qui est la cause du sentiment de solitude. Voilà, donc je voulais juste replacer un peu le maxi. C'est une déformation des psychologues de la prévention, mais on parle de l'intime et puis après on va sur le systémique. Mais on est dans une société fondamentalement individualiste où les aînés ne vivent plus dans les familles, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sociétés du Sud, par exemple. Donc, on peut se questionner sur nos modes de vie et comment aujourd'hui on essaye de réparer ça, puisque vous disiez tout à fait tout à l'heure, ce qui compte, c'est de se sentir exister dans les yeux de quelqu'un et d'être écouté. Et ça, c'est incroyable. Juste, quand on collecte la parole des personnes, juste pour collecter, on les enregistre, on enregistre les histoires de vie ou des petites histoires. Waouh! Oui, on fait un tour dans le passé, mais c'est un chouette tour. Parce qu'après, on revient au présent et les gens nous disent souvent ça m'a fait du bien de vous raconter tout ça alors qu'on ne se connaissait pas une heure avant. Et ça n'empêche pas après de se projeter justement, parce qu'en faisant ça, on va écouter des choses, les personnes on va dire tiens, vous aimiez faire ça, mais peut-être qu'on pourrait demain, je sais pas, partir dans le jardin et puis vous allez me montrer moi j'y connais rien, mon fleur, et vous allez me montrer c'est quoi un bégonia. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites très simples. À commencer par écouter. Écouter, prendre un café, passer du temps, c'est facile, ça prend juste du temps, c'est tout. Alors on le voyait dans le documentaire, mais il y a également cette relation à l'autre, le fait de ne pas oser. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans d'autres sentiments ou situations de vulnérabilité. Pour le coup, c'est le cas aussi pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Et du coup, c'est cette relation à l'autre, le fait d'avoir l'assurance de pouvoir faire quelque chose ou pas. Et donc peut-être les liens qui peuvent exister avec d'autres personnes dans la société qui se sentent un petit peu concernées. Il y a des exemples, par exemple à Annecy, la Corderie, ou bien à Lyon, des cafés intergénérationnels qui œuvrent aussi en ce sens de création de liens et de création de liens très interculturels et très intergénérationnels. Est-ce que vous pouvez les unes les autres nous parler peut-être d'expériences que vous avez soit connues, soit mises en œuvre, justement d'actions très intergénérationnelles sur comment préserver ce lien et ce regard avec l'autre? J'ai eu l'occasion de participer à la résidence de Métis à une rencontre intergénérationnelle avec le club de basket, des tout petits joueurs de basket qui sont venus jouer au ballon en fait, avec certaines personnes qui se sont portées volontaires pour participer au jeu. Et là, on a vu, j'étais épatée, une dame en déambulateur qui marche assez courbée et qui là s'est bien redressée, a laissé le déambulateur de côté pour pouvoir renvoyer le ballon ou faire les petits jeux qui étaient adaptés à eux. Et les enfants étaient dans la bienveillance. C'était très beau à voir. Il y a pas mal d'associations qui se déplacent, en tout cas chez nous, ou dans les assistantes maternelles, les écoles, qui se déplacent dans les EHPAD ou dans les résidences, ou même à domicile. On a des bénévoles qui se déplacent à domicile. Il y a tout un réseau. Il y a dans les associations le cercle des retraités aussi, qui met en place des rencontres, des jeux 2 fois par semaine. Les extérieurs peuvent aussi aller dans les structures, en accueil de jour, dans les EHPAD, ou également dans l'autre résidence, pour ne serait-ce que boire un café ou rencontrer ou jouer aux cartes, ou créer du lien. Bien que vivant à domicile, peuvent aller aussi à condition que quelqu'un puisse les emmener ou puisse avoir un moyen de transport. C'est la même chose. Et puis nous, c'est les mélanges des 3 structures aussi qui peut être intéressante.
On a fait des chasses aux œufs avec des enfants, les enfants des soignants ou même avec des écoles maternelles. On a fait en intergénérationnel service civique qui vient aussi de temps en temps. L'école démo qui vient aussi faire des activités. Oui, ça y a quand même pas mal d'ouverture, c'est quand même pas mal. Alors, en intergénérationnel, de ce que je connais, je n'ai pas d'autres exemples à donner. Je peux juste mentionner un peu ce qu'on fait au Collecton. Hein, donc c'est un mouvement citoyen où on est plusieurs professionnels donc de la collecte de récits de vie, où on forme. Alors c'est d'initiation, mais vous qui êtes dans la salle, par exemple, vous avez envie de récolter l'histoire de votre voisin que vous ne connaissez pas, qui vient de, je sais pas, d'Afghanistan, ou de votre vieille tante qui vous raconte toujours un peu la même histoire. Puis là, vous vous dites, franchement, j'aimerais bien la saisir et puis l'enregistrer. Et du coup, quand on forme les citoyens, on voit que, alors on peut former des fois des jeunes services volontaires. Alors ça s'appelle, les services volontaires européens. Donc il y a des jeunes qui viennent se former de façon à pouvoir intervenir différemment auprès des publics qu'ils accompagnent. Et, ou alors on forme également, on forme également des personnes qui interviennent directement. Alors je n'ai pas les termes exacts, TISF, les travailleurs, corrigez-moi, non, c'est pas ça. Bon, des intervenants au domicile, j'ai pas l'abréviation en tête. Là, voilà, des intervenants sociaux et familiaux, qui sont souvent des jeunes gens qui ont 20 ans, qui sont encore à l'école. Et c'est toujours surprenant des deux côtés, parce que aussi bien la personne qui est écoutée que l'écoutant ressortent de là en se disant waouh, j'aurais pas cru en fait ce qui vient de se passer. Donc ça crée du lien. Et encore une fois, alors moi mon credo, vous avez compris, c'est de parler et puis d'écouter. Et ça marche en fait. L'écoute, c'est quelque chose de vivant. Et la réponse aussi, et l'échange, qu'ils soient intergénérationnels ou pas d'ailleurs, c'est très nourrissant. Et donc d'oser proposer aussi à des aînés, par exemple, de pouvoir faire quelque chose, même si les personnes sont parfois dans le refus. On a abordé très, très rapidement, mais peut-être que c'est parce qu'il y a sur les chiffres actuels des différentes études, donc notamment de l'adresse, c'est aujourd'hui 3,6 millions de personnes seniors qui se disent en fracture numérique. Et on en a vu un exemple presque drôle tout à l'heure, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose peut-être à la ville de Rumilly? Est-ce que vous avez une action qui peut être en faveur de ça? Ou est-ce que vous avez, par exemple, dans les EHPAD, le simple fait de garder le contact aujourd'hui avec les smartphones? Est-ce que c'est quelque chose qui reste accessible aussi pour ces publics-là? À domicile, en tout cas, déjà, ils ont besoin d'être guidés, ne serait-ce que pour les téléconsultations. Quand on n'a pas de médecin traitant et qu'il faut aller en téléconsultation, il faut absolument avoir un smartphone pour pouvoir accéder à ces bornes. Sur Rumilly, on a l'espace France Service qui guide, qui accompagne toute cette population et tout le monde d'ailleurs, et qui se déplace aussi dans les résidences pour expliquer, pour donner pour guider un petit peu dans les démarches. Nous, on a des résidents qui ont leur propre téléphone et qui s'en servent super bien. Voilà. Les tablettes, non, je pense que c'est seulement les agents, en fait, les animatrices. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas de numérique chez nous. Pour l'instant, ouais. Alors, concernant la fracture numérique, par ailleurs, j'ai été aussi psychologue sur ce qu'on appelle le parcours emploi-santé jusqu'à il y a encore très récemment, où j'accompagnais des personnes éloignées de l'emploi pour des raisons de santé. Et depuis quelques mois, on accompagnait beaucoup de personnes qui étaient à 2 ans de la retraite, ou voire même à 6 mois de la retraite, et qui étaient là pour des raisons effectivement de santé et de travail, alors qu'elles allaient devoir retravailler pendant la retraite. Donc là, on rejoint la notion de précarité financière qui s'annonce. Ça ne s'annonçait pas très jojo. Et deuxième point, la fracture numérique. Et ce que j'ai pu constater,
c'est avant de détecter que les personnes sont en fracture numérique, ça m'a pris du temps parce qu'il y avait une forme de honte, de cachotterie. Les gens n'osaient pas me dire que l'identité numérique, ça leur parlait pas, que prendre un rendez-vous sur Doctolib, c'est quoi moi, je sais pas installer ça sur mon smartphone. Et ce ne sont pas des cas isolés. Et donc, c'était des personnes, si elles n'étaient pas passées dans ce parcours, on n'aurait pas su. Et donc, du coup, on utilise les services souvent dans les communes sur l'initiation au numérique. Mais du coup, ça passe, en tout cas de ce que j'ai pu voir, à la trappe. Parce que du coup, j'ai même des personnes qui ne prenaient pas de rendez-vous médicaux tels IRM ou des scanners, des rendez-vous assez importants, parce qu'on leur demandait d'envoyer leur ordonnance par mail. Et qu'avec un smartphone, envoyer une pièce jointe et aller chercher se connecter à France Connect, tout ça, c'était quelque chose de très nébuleux. Donc, et ça, c'est pareil, c'est comme la précarité financière, ça passe sous le tapis, on n'en parle pas trop parce qu'aujourd'hui, c'est un peu has-been de pas savoir utiliser les outils numériques. Donc, après, quid plus tard en EHPAD, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, à la retraite, déjà, il y a déjà pas mal de problèmes pour certaines personnes. Et au niveau du GCS également, il y a des agents qui ont été formés récemment pour France Connect. Ça s'appelle Aidant France Connect, justement. Enfin, des aidants Connect pour faire certaines démarches, notamment les démarches via trajectoire pour les maisons de retraite ou autres. Ça se fait avec les assistantes sociales, tout simplement. Donc, oui. Alors dans les témoignages, la solitude, les personnes qui témoignent disent la solitude, c'est de ne pas exister. Et justement, et donc que ce soit avec Alia ou chacune d'entre vous dans vos missions professionnelles ou associatives, l'objectif c'est de tisser des liens de solidarité. Et du coup, peut-être en conclusion, si chacune d'entre vous peut indiquer s'il y a des besoins particuliers, des manques ou des besoins dans vos missions respectives. Et puis comment est-ce que chacun peut s'engager aussi, peut-être à titre individuel, savoir reconnaître les signes d'une mort solitaire, par exemple, savoir reconnaître une personne âgée et comment pouvoir venir en aide aussi à cette personne si on la voit dans un sentiment un petit peu peut-être de difficulté. Voilà, si chacune d'entre vous pouvez... Il y a déjà repérer donc, ces personnes qui seraient sujettes à l'isolement ou au sentiment de solitude, ne serait-ce qu'en les abordant, en allant à leur rencontre. La mode de l'aller vers est là pour eux aussi, ne serait-ce que s'asseoir à côté de quelqu'un sur un banc ou et engager la discussion. Ça peut parfois juste donner 5 minutes de bonheur à quelqu'un qui est seul sur un banc et qui attend, comme tu disais, qui attend. On a nos réseaux de bénévoles qui se déplacent à domicile ou qui simplement téléphonent également aux gens, passer 5 minutes au téléphone ou venir les accompagner à un moment ou les accompagner également à des rendez-vous. C'est riche pour eux. C'est pas grand-chose pour nous. On n'a pas l'impression de donner grand-chose quand on fait une démarche de ce style, mais pour eux, c'est beaucoup. C'est énorme. Voilà. Pareil. Et je pourrais rajouter, n'hésitez pas à prendre soin de vos parents, s'ils sont encore là, aller les voir, les appeler, même s'ils sont un peu ronchonchons quelquefois. Mais également, si vous avez des enfants, ne pas cacher, des fois, on a besoin d'aide et le fait des fois de se sentir un peu seul ou on a peur de gêner, c'est pas toujours gagnant. Une dame qui me disait non mais oui, je pourrais demander à mon fils, mais non, je veux pas, je veux être autonome, mais j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée. Alors ça m'avait frappée parce que du coup on veut l'autonomie à fond, et elle est en train de me dire que au final ce serait mieux si un de ses enfants pouvait l'aider. Et je dis mais est-ce que votre enfant il sait comment vous êtes là, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit non. Et du coup pas refuser non plus nos vulnérabilités.
C'est un peu, voilà, c'est ce qui nous lie aussi, et ne pas aussi hésiter à les verbaliser aux gens qu'on aime pour qu'ils puissent prendre soin de vous, en fait. Donc je pense que c'est juste une bonne pratique. C'est pas facile, mais c'est une bonne pratique émotionnelle et relationnelle. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais encore parler longtemps. En structure, de toute façon, je rejoins un petit peu mes collègues, hein, c'est essentiellement du monde de l'écoute, des visites, les bénévoles, des associations qui viennent, le secours catholique. On peut peut-être rajouter les personnes qui rentrent en structure. Ce qui est dommage, c'est que les compagnies ne sont pas autorisées au grand détriment. Voilà, ça pose beaucoup de problèmes à pas mal de personnes en fait. Ils laissent des chiens, des poissons rouges, des oiseaux, etc. Et ça leur manque énormément. Par Rumilly. Oui. Tenez. Oui, excusez-moi d'intervenir. C'est très intéressant tout ce que vous dites sur les personnes en isolement qui s'isolent. Nous avons aussi dans la commune, dans plusieurs communes environnantes, des associations de personnes âgées où nous nous réunissons toutes les semaines et où nous avons, pour nous, à Massingy, par exemple, nous avons 90 inscrits et qui viennent tous les jeudis, pas tous les 90, mais au moins nous sommes une cinquantaine où nous réunissons. Il y en a qui vont à la marche, ceux qui peuvent marcher. D'autres, c'est les jeux collectifs, les cartes, les échanges. Et puis, nous faisons aussi plein de choses dans le mois où nous mettons en place. Il y a plein de sorties, soit en car, soit individuelles. Et je pense que ça, c'est très important. Il faut rajouter à tout ce que vous dites, parce que là, vous parlez beaucoup de structure. Mais, comme disait Astrid, les domiciles, ceux qui sont à domicile, se rendent compte de tout ça. Ces gens-là, si on ne va pas les chercher, ils ne viennent pas. Donc, c'est de bouche à oreille, où nous savons que telle personne est seule. Il faut qu'on essaye de voir si elle peut accéder à notre club. Et nous y arrivons. Si elle ne vient pas, nous allons à elle. En marchant, nous nous arrêtons. Prendre, comme vous disiez, un petit café. Peut-être y aller à 4, on jouera peut-être une partie de belote. Voilà, des choses comme ça. Nous sommes très attentifs, nous, sur notre petite commune, que personne ne reste derrière. Voilà. Et je pense que ça, c'est important, que tous ceux qui ont Moy, tous les alentours, nous échangeons aussi avec eux. C'est très, très important. Voilà. Il y a les structures, oui, effectivement. Moi, pour avoir travaillé à l'hôpital de Rumilly, pendant des années, je les connais très bien. Donc, je sais de quoi vous voulez parler. Mais il y a tous ceux qui n'iront pas, et j'espère, n'iront pas non plus en EHPAD. Parce que si on peut les garantir chez eux, comme on l'a vu dans le film, c'est tellement mieux. Vous ne croyez pas ? Voilà, merci. Eh ben, bravo à vous. C'est vrai qu'aller chercher les gens qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas envie souvent, c'est pas qu'ils ne souhaitent pas, c'est qu'ils n'ont plus envie. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas demander non plus, mais j'irais bien marcher avec eux, mais je n'ose pas leur demander. Voilà. Et effectivement, d'aller chez eux, d'aller les rencontrer, ça va les faire venir. Et puis, oui, l'avantage, c'est sortir plus, hein, c'est rester dans la mobilité. Hein, Voilà. Alors nous, par exemple, nous avons un monsieur qui a perdu sa femme il n'y a pas très longtemps. Et ce monsieur, lui, il veut venir au club. Il n'ose pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il croit qu'il ne sait plus jouer à la belote. Vous vous rendez compte ? Non, on va y arriver. On va prendre du temps, mais on va y arriver. Voilà, parce qu'il connaît beaucoup de personnes, notamment j'en ai autour de moi, là, qui le connaissent bien. Donc petit à petit, il va venir. Mais il va falloir pas le précipiter. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, comme vous dites, d'écouter les gens. C'est très important. Voilà. De prendre leur malheur. Parce que oui, ils ne se confieront pas forcément à leur famille, mais à nous, étrangers, entre guillemets.
Oui, pourquoi pas. Il faut avoir une confiance. Il faut arriver à la gagner, cette confiance. La relation de confiance, c'est ce que j'allais vous Voilà. dire. Une fois qu'elle est établie, c'est tout gagné. Voilà. Voilà, je vous remercie. Peut-être juste pour revenir sur ce que vous dites, il y a la notion du temps qui est quand même primordiale et on l'a bien vu sur cette étoile filante dans ce documentaire où que ce soit en structure ou que ce soit à domicile, les personnes sont toujours très pressées par le temps et c'est là peut-être tout l'intérêt et l'importance primordiale du tissu associatif également, qui est d'ailleurs très dense à Rumilly, de pouvoir se substituer aussi à ce que les professionnels ne peuvent pas faire et puis de créer cette relation dans la durée. Alors, du coup, merci madame, parce que vous nous avez initié vraiment à la minute près le temps des questions. Donc, je vous remercie. Donc, si vous en avez d'autres, merci beaucoup. Bonsoir. J'aimerais savoir si France Service se déplace chez les personnes âgées invalides qui ne sortent plus de leur domicile depuis des années pour les aider à faire des papiers, enfin sur l'informatique. Non, ils ne se déplacent pas à domicile. Non. Okay. Ils se sont fait connaître en venant notamment à la résidence de Métis et en expliquant leur mission. Mais c'est vrai que la démarche, c'est que les gens viennent à l'espace France Service ou accompagner. Mais il faut souvent, il faut donner leur code d'accès à certaines plateformes ou certaines informations. Et voilà. Alors, qu'existe-t-il pour ces personnes qui sont dans des lits 24 heures sur 24 à domicile et qui ne peuvent plus sortir pour faire leur papier administratif informatique? Existe-t-il quelque chose qui se déplacent à domicile actuellement? Non. D'accord. Après, c'est vrai qu'on a souvent les enfants qui prennent le relais, qui viennent chercher les informations. Quand il y a des enfants. Quand il y a des enfants, oui. Et parfois, ce sont les aides à domicile qui font les démarches. Non. Après, on met en réseau le pôle médico-social avec les assistantes sociales qui, elles, viennent à domicile. Et quand il y a des démarches à faire, elles s'en chargent en général, oui. D'accord, ok. J'ai une autre question. Pour les personnes âgées, alors quel que soit l'âge de, je sais pas, c'est 60 ans, c'est une personne âgée, c'est à partir de quel âge? Bon, on va dire 50, 60, peu importe. Où peut-elle se renseigner sur Rumilly pour connaître les associations justement pour faire des activités? Est-ce que c'est le CCAS? Est-ce que c'est la maison des associations? Parce que souvent, on ne sait pas où aller chercher l'information. Alors, on a toute la liste des associations, services associatifs de Rumilly. C'est vrai qu'on est riche, on a la chance, oui. On est très riche en associations. C'est vraiment une grande chance pour Rumilly sur tout type, tout type d'activité. Oui, il y a une liste. Après, vous pouvez... au CCAS également, il y a des bénévoles qui se déplacent à domicile pour rencontrer les personnes qui ne sortent pas, merci. Qui ont besoin de liens. Merci. Ce que je trouve terrible, qui est une banalité, pardonnez-moi, la personne intervenante là, qui se déplace chez tous les gens, c'est la reproduction de ce qu'on peut trouver partout, où ces personnes, comme à Rumilly, où il y a une association ou plusieurs, je ne sais plus, qui vont chez les gens, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps. Il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas assez d'argent pour financer des postes budgétaires supplémentaires. Donc, on entend les remarques, comme dans le documentaire, tu as vu, c'est une flèche, elle file, elle s'en va. Donc ça, je trouve, c'est terrible. Et on retrouve ça aussi dans les institutions. J'ai vécu ça avec ma mère, qui est malheureusement décédée, dans les pattes de Rumilly. Il y avait un manque de temps de personnel. Et même l'entretien des sols ou le changement des couches, alors que moi, j'étais le représentant de justice, on peut dire, de ma mère. Donc, je payais
2500 € je crois par mois ou un truc comme ça, et elle n'avait pas accès à sa demande à des couches supplémentaires par exemple. Donc là on rejoint toujours le même problème financier, pas assez de postes budgétaires dans tous les domaines, et puis il y a un déplacement aussi des fonctions entre les différentes professions dans les institutions, c'est-à-dire qu'un infirmière peut faire le travail de l'aide soignant, aide-soignante, et puis dans d'autres domaines comme ça. Donc on retrouve ces problèmes-là aussi bien dans les institutions qu'à domicile. Et à l'époque où on entend parler que les grands de ce monde veulent sortir des milliards pour se fournir en armes et tout ça, alors qu'il y a des urgences sociales, je trouve ça terrible, même si on peut vouloir défendre tel ou tel pays, bon ok, mais ce qui va en prendre un sacré coup, c'est tout ce qui est lié aux aides des personnes, quoi. En tout cas, à domicile, oui, on ne devrait pas être appelé les flèches. Je pense qu'on peut être les flèches dans la rue, courir voilà, pour être à peu près à l'heure chez les gens. Mais une fois qu'on est chez les gens, il faut qu'on se pose. Voilà, on se pose, on ne montre pas qu'on est en retard, on ne montre pas que... Voilà, c'est parfois difficile, mais oui, mais je pense qu'en étant en trottinette et en faisant toute la tournée comme ça doit être compliqué quand même. Maintenant, en structure, les soignants travaillent sur 12 heures. Donc 12 heures, ils ont largement le temps de s'occuper correctement des résidents maintenant. Parce que ce qu'ils n'arrivent pas à faire le matin, ils le font l'après-midi, donc ça va beaucoup mieux, je pense. Et juste pour vous donner un petit coup de souffle, il me semble que c'est aux Pays-Bas, les collègues infirmières me corrigeront si elles connaissent. Il y a des infirmiers à domicile qui en avaient marre un petit peu de devoir soit courir dans la rue ou soit courir chez les gens, et qui ont fondé, alors maintenant ça s'appelle Buurtzorg, donc qui est une autre façon, qui est une façon normale finalement de travailler avec les patients, de prendre le temps. Ils se sont aperçus qu'en prenant le temps, les gens allaient mieux. Donc allez regarder, je ne veux pas faire un épilogue sur Buurtzorg, mais ce sont des infirmiers qui ont monté ça, et depuis, tous les infirmiers libéraux sont partis du système classique et sont allés chez Buurtzorg. Donc du coup, la sécurité sociale des Pays-Bas s'est dit, alors on va faire autrement. Mais ils sont allés contrecarrer cette logique productiviste de on va rentabiliser les soins. Donc l'infirmière qui est super douée à faire des gestes techniques, elle va faire que ça, et du coup, elle va arrêter d'être, elle sera plus rentable. Eux, ils ont dit non, c'est pas ça le soin en fait. Donc voilà, Buurtzorg, ça donne un petit coup de frais quand on est touché par ça. Il y a d'autres possibles qui existent. Peut-être pas encore chez nous, mais ça existe ailleurs. Moi, je voulais juste revenir sur la fracture numérique, parce qu'à Rumilly, c'est vrai que c'est chanceux, il y a des organismes qui organisent des choses, mais n'empêche que ça met quand même les gens face à leur précarité. Il y en a qui ne peuvent pas s'acheter leur smartphone, donc ils sont déjà coincés avec ça. Après, ils sont aussi privés de liberté, parce que finalement, on doit faire à leur place, on doit donner des codes à des gens, et ça les dérange. Moi, j'ai eu beaucoup cette critique qui est arrivée sur moi, en me disant on pense pas à nous, on a 80 ans, on pense pas à nous, et on a beau nous aider, puis en plus ils s'en rappellent pas, on a beau les aider, faire des choses à leur place, ils s'en rappellent plus, donc peut-être un mois après ils savent plus faire, et on peut pas être sans arrêt derrière eux. Et moi, ce qui m'a vraiment choquée, ce qui me choque encore, c'est qu'on leur prive de liberté. Déjà qu'ils ont ce sentiment de vieillir, je ne sais pas comment vous le voyez vous, mais qui est très dur pour eux. Et en plus, on se prive et on les met face à leur précarité pour certains. Et moi, je trouve ça très dommage. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire, mais voilà, ça va trop vite pour eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que nous, on s'y est mis un peu par l'obligation, par le travail, voilà, on s'est tous mis au téléphone portable et au numérique. Voilà, donc on sera des aînés plus tard. On sera des aînés peut-être un peu plus connectés que nos aînés actuels, c'est vrai. Oui, là, il y a
Mais là, il y a pour un le moment, passage, il y a un effectivement, passage voilà, où les gens ont besoin d'aide. Et ça... Oui, il y a un décalage. Ouais. Et c'est dur pour eux parce qu'en fait, ils sont mal dans leur peau par rapport à ça, même pour les médecins. Enfin, moi, j'aide des personnes des fois c'est compliqué. Mais par contre, je voulais quand même souligner qu'il y a un médecin qui a mis quelque chose en place de très bien. En fait, les gens peuvent laisser un message et le médecin, chaque fois, les rappelle le soir. Et ça, c'est très apprécié. Et c'est pas tout le monde, c'est pas que Doctolib, parce que Doctolib, c'est un peu compliqué pour eux. Oui, moi je voulais répondre au monsieur qui disait que ça manquait enfin là, il n'y avait pas assez d'argent pour payer du personnel dans les EHPAD. C'est sûr que budgétairement, ça manque toujours de l'argent pour mieux rémunérer les gens. Mais ce qu'on remarque quand même dans le milieu peu paramédical, par exemple à Rumilly, il y a une école d'aide-soignants qui n'est pas pleine. À Annecy, il n'y en a pas une qui est pleine. Donc, moi, je pense qu'il faut faire, ce qu'il faut faire aussi, c'est comment motiver les jeunes et comment reconnaître ce métier et valoriser ce métier parce que l'argent, c'est une chose, mais ça ne suffira pas. Donc, il faut trouver une solution pour aider les jeunes et leur faire comprendre que c'est un beau métier et pas dire que, comme on entend souvent, tu es une aide-soignante, voilà, tu torches un peu les malades, quoi. Hein. Je suis un peu cru, mais c'est un peu ça quand même. Et tant qu'on n'aura pas changé ces mentalités, on n'est pas prêt de motiver des jeunes. Voilà. Je vais répondre à ça parce que je pense que ça s'est perdu à cause du Covid. Le Covid a fait beaucoup de dégâts en fait. Hein. Si. Non. Le Covid a fait beaucoup de dégâts à ce niveau-là en fait. Hein. Aussi bien pour les résidents, aussi bien pour les personnes âgées en structure, je ne sais pas à domicile, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de dégâts. Et justement, à partir quand le Covid est arrivé, que ça a duré avec le port du masque, et qu'on nous a obligés à nous vacciner alors qu'on n'était pas, c'était pas obligatoire parce qu'on ne voulait pas le faire non plus, mais qu'on était obligé de le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soignants qui se sont retirés de leur fonction, en fait. Et depuis là, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui évitent de faire l'école d'aide-soignante, en fait. C'est vrai que notre métier s'est beaucoup estompé depuis là, en fait. Donc, c'est vrai que c'est très, très dur d'entendre ça, mais le Covid, on dit que ça a bon dos, mais il a fait beaucoup de dégâts pour tout le monde. Donc, je peux vous répondre quand même. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous, parce que le Covid, il y a eu mon dos, il s'est passé. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé, le pourcentage de gens qui sont partis, moi, je fais partie d'une association, donc je ne sais pas, c'est pas peut-être 5%, peut-être, je ne sais de rien. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est pas monumental. Par contre, vous, est-ce que vous trouvez que votre métier est bien valorisé et bien reconnu ? Non. Ah, voilà. C'est ça que je veux vous entendre dire. Et comment voulez-vous que, si vous avez des enfants ou une fille ou un gars, est-ce que vous l'encouragez à faire ce métier ? J'ai une fille qui fait justement ce métier aussi. Bravo. Voilà. Vous avez bien fait votre boulot alors. Voilà. Bravo. Merci. Je vais peut-être plomber un peu l'atmosphère parce que il y a des choses qui me choquent un peu. On parle des seniors, c'est bien, mais en définitive, les seniors ne sont que la représentation de la société actuelle. Là, on vient de parler du Covid. J'attendais que quelqu'un prononce le mot. Le Covid a tué personne, il a accéléré la mort de gens qui avaient des pathologies. Ça, c'est une chose. On est dans une société, même si je me fais siffler, mais je donne une vérité, où de toute façon, il faut que les gens meurent. Il y a trop de gens du troisième âge qui coûtent de l'argent à la société. Et on en revient à quelque chose de générique. Pourquoi le personnel qui s'occupe des seniors, que ce soit au niveau individuel ou dans les EHPAD, est mal payé ? Il ne sera jamais bien payé. Allez-y, je vous écoute.
C'est choquant, mais c'est une vérité. C'est à vomir, mais la vérité est à vomir. On a sorti des gens dans les sacs poubelles dans les EHPAD pendant le Covid. C'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je suis médecin, j'ai été médecin pendant 40 ans. J'ai travaillé aussi à l'étranger. On a parlé de plein de pays et tout. Il y a eu beaucoup moins de problèmes, par exemple au Maroc, où j'ai exercé pendant 12 ans. Et quand tout à l'heure, Mélanie a parlé, en parlant du Sud, en disant, effectivement, à une époque, dans le Sud, on s'occupait mieux des seniors, des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est terminé aussi. Ça disparaît. Il y avait une personne célèbre qui s'appelait Hassan II qui a dit « Moi, vivant, il n'y aura pas de maison de retraite au Maroc. Je les brûlerai. » Il est mort et il y a des maisons de retraite au Maroc. Donc, c'est un phénomène générationnel et un phénomène mondial. Donc, il faut se poser les vraies questions. Moi, actuellement, je suis à la retraite depuis 10 ans. Je fais énormément de travail pour les gens âgés. Je fais du bricolage chez eux. Je bois le café. Je fais ce que j'ai envie de faire. C'est un égoïsme qui est la base d'un certain prosélytisme. Et malheureusement, moi, j'ai du temps. J'ai du temps, j'ai des compétences et j'ai surtout une bonne santé malgré mes 72 ans. Ça durera ce que ça durera, mais j'aime pas qu'on parle de choses uniquement en disant on peut améliorer, on peut faire ci, on peut faire ça. À Rumilly, il y a énormément il y a beaucoup plus d'associations, de gens et tout qui s'en occupent par rapport à d'autres villes que j'ai connues, où j'ai habité, où j'ai exercé. Mais il y a quand même des problèmes. Pour aller voir les gens dans les EHPAD et tout, il y a des problèmes. On a remis le masque alors qu'à l'hôpital, on ne le demandait pas. Voilà. Donc, c'est un phénomène global. Et je pense qu'il faut réfléchir de manière globale et non pas uniquement sectorisée sur les seniors. Alors, je pense que donc, du coup, vous connaissez la pyramide des âges. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici ma génération, on va être beaucoup de vieux, vraiment, majoritairement. Donc, vouloir faire partir tout le monde plus tôt, effectivement, je suis un peu d'accord avec monsieur. Effectivement, vos propos sont un peu choquants, me semble-t-il. On est vieux, on a le droit de vivre vieux. Somme toute, c'est une question qu'on doit tous se poser, puisque moi, quand je serai vieille, peut-être certains d'entre vous seront peut-être plus là, mais on sera majoritairement vieux. Donc, comment on va faire ? Qui va prendre soin de nous ? Pardon ? Ouais. C'est exactement ça. C'est vraiment un sujet. Enfin, là, pour le coup, je vous invite vieillir. Je vous invite, si vraiment ce sujet vous intéresse, on a un débat citoyen à Annecy sur ces thématiques-là où on se pose vraiment ces questions en disant bah oui, on va être plein de vieux demain. Comment on va faire ? Est-ce qu'on va vieillir en bonne santé ? Est-ce qu'on va vieillir moyennement bien ou de manière pathologique ? On n'en sait absolument rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va être beaucoup. Et beaucoup plus de personnes âgées que d'aidants. Donc ça, c'est un vrai problème de santé publique et pour le coup, il faut s'en occuper. Je reviens sur les pays du Sud. Vous voyez, je m'appelle Konaté, ça a une consonance africaine, plutôt Burkina Faso. Pour l'instant, on n'a pas encore de maison de retraite là-bas et pour l'instant, les vieux sont encore dans les cours et pris en charge par la famille. Donc il y a d'autres modèles qui arrivent encore à exister. Peut-être ça va changer quand pouvoir d'achat et capitalisme aura colonisé vraiment tout le monde, on y sera, et le néolibéralisme avec. Donc, effectivement, monsieur, je suis d'accord avec vous, on est sur un problème beaucoup plus large, probablement lié à l'économie. Pourquoi les professions du soin ne sont pas trop plébiscitées ? Tout simplement parce qu'elles sont mal considérées, elles ne rémunèrent pas et qu'on préfère payer des gens de la Silicon Valley qui font des applications complètement inutiles, qui gagnent beaucoup d'argent et qui nous vendent un espèce de rêve complètement inaccessible pour la majorité d'entre nous. Donc le problème des seniors, c'est un problème de société qui nous concerne tous et pas que les seniors. Et en ça, je vous rejoins. Voilà. Vas-y. Juste peut-être pour finir sur une note optimiste, est-ce que vous avez des données sur cette île ou ces îles du sud du Japon où il y a énormément de centenaires et quand on voit les émissions à la télé, on a tous envie de finir là-bas. Ils jouent au golf, ils sont en pleine forme, ils se marrent, ils dansent. Alors il y a un petit peu l'alimentation à base de poissons crus, mais il y a surtout, je crois, le rôle social et ça donne envie. Donc il y a peut-être des sociétés sur desquelles on pourrait s'inspirer.
je réagis parce que du coup, peut-être qu'on a vu peut-être le même vieux documentaire. Il y a un centre de recherche sur la vieillesse qui s'est amusé à faire tout le tour du monde entier pour voir les centenaires un peu de partout, comment ça se fait qu'ils deviennent centenaires. Et heureux et en bonne santé. Donc on a des ingrédients qui sont toujours un peu les mêmes, l'alimentation, le réseau social, le contact avec la nature, avoir un sens quand on se lève le matin, même si on a 95 ans, peut-être c'est ça que vous avez vu, madame, cette vieille dame qui a 3 générations et qui dit voilà, mon ikigai, le pourquoi je me lève le matin, c'est ça, c'est ce bébé qui est sur mes genoux. Donc oui, il y a des choses qui sont bien loin du modèle mondialisé dans lequel on est. Mais effectivement, alors si ces ressources-là vous intéressent, je le ferai passer à Manon qui fera passer. Il y a un très très beau documentaire sur ce centre de recherche qui a travaillé là-dessus. Alors, s'il n'y a plus de questions, peut-être pour conclure. Alors, effectivement, monsieur, ce problème, il est systémique. Et c'est exactement pour ça que sur cette table ronde, vous aviez des personnes qui sont à la fois élues, à la fois du milieu associatif et à la fois du milieu professionnel d'aidant, voire paramédical. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venu ce soir, d'avoir partagé, même si ce n'était pas un exercice facile pour toutes. Merci aussi à vous d'être venus pour votre participation, qu'on sent énergique. Peut-être pour vous présenter quand même un petit peu notre programme Apogée, qu'on lance depuis le mois d'octobre dernier. C'est un projet sur 3 ans sur Rumilly et puis sur la métropole lyonnaise, même si pour l'instant on est un peu plus implanté ici. On a 4 actions différentes, 3 qui sont déjà en cours ou qui sont en train de se lancer, et puis une dont on vous a déjà parlé. La première, c'est ce cycle de rencontres. Donc on aura la 5e et la dernière date de la saison, parce que le Apogée est un projet qui est sur une saisonnalité de septembre à septembre. Je perds mon mot, pardon. Et donc on n'est pas en année civile, on est en année scolaire. Donc on aura notre dernière date au mois d'avril. Et puis on a donc ces soirées qui sont gratuites pour tous. On a également des ateliers qui sont en EHPAD ou dans les résidences. Donc on en a cité quelques-uns, il y en a d'autres qui sont à venir. Nous avons également des journées qui commencent là dès le mois d'avril, des journées qui sont plutôt pour les seniors qui sont autonomes, et c'est très intergénérationnel notre projet, donc vous pouvez tout à fait venir avec les petits-enfants si vous le souhaitez, d'autant que c'est pendant les vacances scolaires. Et donc là, la première journée sera sur la thématique du sport et de l'alimentation végétale. On en aura une autre qui sera au mois de septembre, qui sera sur la prévention et la mobilité. Donc c'est des journées qui, pareil, sont gratuites avec un certain nombre d'ateliers, avec des rencontres, avec des ressources bibliographiques également. Et puis le dernier projet que nous mettons en place et qui est en cours parce que du coup c'est des financements qui sont beaucoup plus importants. Nous investissons dans plusieurs triporteurs, à minimum 3, qui vont être du coup mis à disposition dans les EHPAD. Alors il y a un des triporteurs qui est spécifique pour les fauteuils roulants. Et qui du coup va être mis en disponibilité dans les EHPAD, mais également dans la ville de Rumilly pour les jours de marché, pour les événements qu'il peut y avoir. Avec le Rugby Club où nous sommes en partenariat, ce sont des joueurs professionnels qui vont également aider les personnes seniors et les personnes à mobilité réduite à pouvoir accéder jusqu'au stade. Et c'est également des triporteurs que nous voulons mettre à disposition du grand public gratuitement, parce que c'est des investissements qui sont extrêmement coûteux, qui sont peu accessibles au plus grand nombre et qui sont assez rares, d'autant plus ceux qui sont accessibles pour les PMR. Donc peut-être juste pour vous donner quelques informations très pratiques, nous avons sur l'agenda le 24 avril prochain, ce sera donc cette première journée qui sera au stade des Grangettes, avec un partenariat avec le Rugby Club, avec France Nature Environnement et avec une association de golf. Nous avons également un partenariat avec la médiathèque. Donc, toutes ces associations sont soutenues par le fonds de dotation. Le 29 avril, nous aurons notre dernière date ici et ce sera un petit peu différent, un peu plus peut-être festif également, puisque du coup ce sera une pièce de théâtre que nous ouvrons sur une salle avec une jauge plus grande. Donc n'hésitez pas à venir, à en parler autour de vous également. Ce sera une comédie sur l'habitat intergénérationnel et du coup comment créer ce lien et comment réfléchir à d'autres formes d'habitat. Nous reprendrons à partir du 23 septembre et la deuxième année du programme sera très interculturelle et donc je pense que vous serez tous présents puisque ce sujet a l'air de beaucoup vous intéresser. Et justement, nous commencerons avec une association que nous soutenons également et qui part là en Arctique
et qui va notamment faire des enregistrements avec les seniors en Arctique. Et c'est tout un projet que nous sommes en train de monter avec 4 associations, mais c'est également dans les îles. C'est vraiment comment est-ce que l'on vieillit ailleurs. Et puis, le 4 octobre, nous aurons notre deuxième journée sur la prévention et la mobilité. Pour les 2 dates du mois d'avril, on va mettre un stand sur lequel je vais être. Vous pouvez vous inscrire directement parce que pour une majorité d'entre vous, je vous ai par téléphone pour vos inscriptions. L'outil numérique n'est pas si simple. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui pour les dates qui sont ouvertes donc, au mois d'avril. Une dernière petite chose, nous avons une magnifique urne au nom d'Alia maintenant. Vous allez voir ça. Ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent, si vous pouvez nous aider en faisant un don, n'hésitez pas. Ça nous aide vraiment à pouvoir continuer ce type de programmation et à pouvoir financer aussi davantage d'ateliers dans les EHPAD. Nous sommes un fonds de dotation. À ce titre, nous pouvons vous aider, défiscaliser vos dons. Et donc, pour tout don, vous pouvez avoir un reçu fiscal et donc défiscaliser à hauteur de 60% votre don. Tous nos événements sont gratuits et nous y tenons beaucoup. Justement, nous avons parlé aussi de la précarité des personnes qui sont concernées, mais pas seulement quand on est aidant ou quand on est jeune. On peut aussi être concerné par ces thématiques et ne pas pouvoir venir. Donc, on tient beaucoup à cette gratuité. Nous avons également des captations sur certaines soirées qui s'y prêtent, et c'est le cas ce soir. Des captations, du coup, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Alia. Nous avons un site qui arrive très bientôt. Et puis, si vous voulez nous aider, la première des choses, c'est de participer sur ces journées, d'en parler également autour de vous. Nous allons bientôt ouvrir un appel au bénévolat pour tous ceux qui pourront et qui voudront s'investir sur ce projet des triporteurs. Ça peut être 1 heure dans le trimestre si vous le souhaitez. Je n'ai pas précisé que les triporteurs sont motorisés, avec une motorisation spécifique au fait que nous sommes en Haute-Savoie. Donc, n'importe quelle personne peut venir, à partir du moment où vous savez faire du vélo, vous pouvez le faire. Voilà, je m'arrête là. On va avoir un temps de buffet. Vous pourrez échanger encore pour ceux qui le souhaitent. Un grand merci d'être venus.